Je pense que ça soit mis en cause. Non, C'est ça mais- qui était extraordinaire. C'est-à-dire que moi qui ai quand même un certain nombre de kilomètres dans mon moteur, et je suis arrivé dans les années, fin des années 70 en France, c'était quelque chose qui était évident, qui faisait partie de la France, c'est-à-dire la diversité, la richesse, d'aller chercher l'autre, je veux dire. Et maintenant, c'est plutôt la peur de l'autre, est-ce que l'autre il vient me faire, enfin, et il vient m'embêter, etc. C'est quand même extraordinaire, ces changements qui se passent au niveau de la France, qui est quand même un pays symbole à ce niveau-là, au niveau de l'Europe, qui est en train de se démembrer, on dit démembrer, qui est en train de se défaire. Bon, on ne parle pas des gens qui savent nager, qui vont de l'autre côté de l'Atlantique, là, mais c'est quand même extraordinaire, quoi. Et... Justement, par Nouvelle-France, je disais la France qui donne de l'espoir. C'est-à-dire quand on sait toute la généalogie d'un film comme Elle, qui devait être tourné aux États-Unis, et puis ils ont trouvé le thème trop brusque, et donc des actrices américaines se sont retirées du projet, et Paul Verhoeven revient en France. C'est merveilleux, c'est comme donner un asile politique, sauf que là c'est un asile artistique. Oui, le prix a été reçu par un producteur qui s'appelle Saïd Ben Saïd, quand même, je veux dire. Donc voilà, les Français des souches, quoi. Donc c'est parfait. Quelle est la place du cinéma espagnol aujourd'hui en France? Oh, homéopathique. Compliqué. Là aussi, il y a les Pyrénées, c'est-à-dire, si vous allez du nord vers le sud, chaque fois que je vais, moi je suis de Saint-Sébastien, je vais là-bas, je vais au cinéma de la ville, là, le Gaumont. D'ailleurs, c'est pas 11h30, 11h30, c'est 14h. Et 14 € que j'ai payé l'autre jour pour pouvoir rattraper des films que j'avais chez Beaumont, là, je tiens à le dire, convention, 14 € pour voir Jackie, c'est quand même, ça m'a fait mal. Et non, les Pyrénées existent parce que si vous, le cinéma français est extrêmement présent en Espagne. C'est une grosse machine, hein, le cinéma français, et ça se vend très bien, il y a tous les outils pour le faire. Par contre, le cinéma espagnol ou hispanique, globalement, il arrive vraiment... Là, le mois d'avril, il va y avoir une exception parce qu'il va y avoir 3 ou 4 films espagnols qui vont sortir en même temps, on ne sait pas pourquoi, mais sinon, c'est vrai que c'est très peu. C'est très peu. Alors à Paris, vous êtes derrière, en bon sens du terme, 2 manifestations de festivals, 2 manifestations qui mettent en valeur le cinéma espagnol. On peut en parler? Pas des manifestations, c'est plutôt qu'on s'est réunis entre copains et on essaie de donner un coup de main justement aux distributeurs qui osent sortir du cinéma espagnol, parce qu'il faut être vraiment courageux. Et on essaye de les accompagner, d'essayer de trouver comment payer une partie des frais, voilà, et d'atteindre un public que finalement est très surpris de découvrir ce cinéma. Ça aussi, l'expérience de Saint-Sébastien a joué. Très curieusement, à Saint-Sébastien, le cinéma espagnol est primé très souvent. Et les gens disent, oui, c'est parce que ça se passe en Espagne. Je dis, non, pas du tout, c'est parce que les jurys internationaux, tous les ans, découvrent le cinéma espagnol qu'ils voient ailleurs, nulle part, quoi. Donc, du coup, ils sont surpris. Donc, on essaye un peu de créer cette surprise-là par rapport à ce cinéma-là. Franck Buiro, Julie Chaud, j'ai envie de vous faire une remarque à la suite de ce qu'on vient d'entendre sur l'accueil que font les Français à leur propre cinéma. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec le rédacteur en chef de Allociné, le site, et il disait qu'une des tendances lourdes, c'était le désamour, notamment des jeunes générations, vers le cinéma français. Est-ce que vous, au poste où vous êtes, vous sentez ça ou pas? Je crois que la raison, elle est cupide. Ça coûte cher d'aller au cinéma. Et les gens ont de moins en moins d'argent. Et puis il y a énormément de films qui sortent, donc c'est difficile de s'informer sur tous les films qui sortent. Et naturellement, la encore plus jeune génération a tout à proximité avec son ordinateur, que ce soit les séries ou même des films où 3 mois plus tard, après la sortie au cinéma, on l'a gratuitement sur son ordi. Ouais, ça c'est surtout ça, je pense. Ouais, mais du coup c'est l'argent. Alors que Julie, quand vous diffusez majoritairement des courts-métrages français, là par contre, on est plutôt dans l'adhésion que dans le dédain. Tout à fait, tout à fait. Bon, après c'est aussi peut-être une question pratique. Puisque les interviews sont centrales, donc il faut que les gens puissent venir. Mais si on m'envoie des films incroyables de l'étranger, je les sélectionnerai aussi. Et sous-titrés. José Maria Ribas, j'ai totalement oublié de vous poser une question. Comment ça marche le vote pour le prix Lumière? Est-ce que c'est un vote normal ou est-ce qu'il faut faire des pondérations selon les continents? Non, n'oubliez pas qu'on donne des prix. On essaie de mettre en valeur le cinéma français, donc non.
Moi, je parle par rapport aux votants. Non, alors c'est très simple, on est une centaine maintenant. Pour faire partie de l'Académie des Lumières, il faut avoir un média, enfin une plateforme à l'étranger, c'est-à-dire créer pour un média, collaborer avec un média à l'étranger, ou être un étranger qui travaille en France, dans le cinéma, par exemple à l'AFP. Moi je fais partie de l'AFP pour l'Espagne et l'Amérique latine. Vous avez RFI, vous avez TV5, vous avez ces genres de plateformes. Donc on est une centaine qui ont décidé de payer 1 euro, c'est minimum, c'est la cotisation symbolique. Et ensuite on a accès pendant 3 mois à une plateforme, Sinando, c'est la plateforme du marché de Cannes, et sur laquelle on a environ 80, enfin on fait une sélection au fur et à mesure, je veux dire, on travaille pendant des mois. Et ça, c'est les plus cinéphiles, si on veut, du groupe. Et ensuite, on a 3 semaines pour voter sur les finalistes. Et puis voilà, c'est très... C'est pas du tout opaque, je veux dire. C'est très transparent, quoi. Alors, le palmarès se retrouve évidemment sur le site internet de la remise des prix. Rappelons que Bertrand Tavernier a eu le prix du meilleur documentaire pour Voyage à travers le cinéma français. Le film francophone, c'est Eddie, de Mohamed Benatien. Et puis la musique, cette année, a donné lieu, à mon avis, au plus beau discours de remise, de réception, donc de Ibrahim Mahalouf, dans les forêts de Sibérie, alors que Marion Cotillard a été très petite dans son discours. Je peux dire qu'elle était très petite, mais elle a failli ne pas le faire, donc, parce qu'elle était extrêmement enceinte. Et je pense que c'est sa dernière sortie publique avant d'avoir le bébé qu'elle attend. Et à un moment donné, j'ai craigné le pire, qu'elle ne soit pas en état de sortir. Et elle a fait l'effort vraiment de venir, elle y tenait. Elle avait préparé un très joli discours, mais après, je pense que matériellement, elle ne pouvait pas le dire. Je voulais dire en fait courte plutôt que petite. Mais vous avez vu que quand même, ça se voyait, elle avait du mal à être là, quoi. Mais là, elle l'a fait quand même. Mais ça, vraiment, pour moi, c'est chapeau. Merci beaucoup José Maria Riba. Et juste une précision, vous êtes partenaire d'une école de cinéma qui s'appelle 3IS. Et sur le site de cette école, il y a la remise des prix in extenso, 1h40, ce qui va permettre à tous ceux qui ne pouvaient pas être au Théâtre de la Madeleine de vivre ou revivre ça. Et surtout ne pas rater les 5 premières minutes qui sont superbes. Didier Loudgoud qui au violon essaye de parler avec sa musique de certains, comment vous appelez ça, forêts vierges de Calais, et voilà, où il y avait des étrangers quand même qui n'étaient pas accueillis comme dans une colonie de vacances, quoi. C'est vrai, Didier Lockwood, effectivement, qui a ouvert cette cérémonie. Lou le Sage, on revient à vous pour le questionnaire de fin d'émission. Où étiez-vous lors du passage en 2000 ? Vous étiez toute petite. J'avais 8 ans, j'étais dans mon lit. Quel est le livre Et je rêvais que E.T. arrive sur Terre. J'étais persuadée qu'en l'an 2000, E.T. serait sur Terre. Quel est le livre que vous avez le plus offert ? À chaque fois, ils sont différents, mais le dernier livre que j'ai offert et que j'aime énormément, c'est La triste fin du petit enfant huître de Tim Burton. Où c'est des poèmes sur des enfants rejetés, mais des très très beaux poèmes comme Ludovic l'enfant toxique ou l'enfant robot, voilà tout ça. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour un tête-à-tête, une seule personnalité, une seule soirée, ce serait qui ? Une grande horizontale de la Belle Époque, Liane de Pougy. Alors précisez un petit peu. C'était les courtisanes de la Belle Époque, je pense que j'aimerais bien écouter ces petites anecdotes. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un depuis longtemps, trop longtemps, et que vous disiez c'est pas possible de rester là-dessus. Vous décidez de enterrer l'âge de guerre, de faire preuve de bonne volonté, vous lui envoyez par la poste un DVD. Il y aura quoi sur ce DVD ? Quel film ? Je suis quelqu'un de très rancunière. J'enverrai Toy Story. Si demain matin vous pouviez tout prendre avec vous, votre travail, votre amoureux, E.T., vous iriez vous installer dans quelle ville ? Je pense que j'irai sur la côte bretonne, entre Saint-Malo et Cancale. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans un musée, face à une toile ou à une photo
être en arrêt et vous dire, mais bon sang, mais cette œuvre, mais c'est moi en fait. C'est très narcissique, mais c'était pas au musée, mais j'avais vu la photo de la vraie Alice, de Alice au Pays des Merveilles, prise par Lewis Carroll. Et cette photo m'avait beaucoup touchée. Je devais avoir 9 ans. Quelque chose comme ça. Dernière question, est-ce que, avant de prendre une décision artistique importante, est-ce que vous avez un toc, un rituel ou un gris-gris? Marguerite Duras, par exemple, raconte qu'elle ne pouvait se mettre à écrire que si derrière elle, son lit était impeccablement fait par elle. Elle allait le refaire, etc. Sinon, aucun mot ne sortait. Est-ce que vous, avant une prise ou avant une des chansons que vous avez enregistrées, vous aviez des rituels? J'ai pas un gris-gris,